Ça y est, c'est le jour J, le Red Truck vient d'embarquer sur un bateau pour le retour en Europe après la traversée de l'Afrique. Et ça fait bizarre. Et tu me fais pas là quand t'arrêtes. Quand t'arrêtes, ça tu me fais pas vraiment. Si j'arrive à monter. Non, ça va. T'es sûr? Oui, après c'est droit. Ah, ça monte pas. Réfléchis bien, s'il te plaît. Ok, Bi, je divorce. J'en ai marre. Tu gardes le camion, je divorce, c'est fini. Allez-y, saute. C'est fini, je veux plus de toi. Je te laisse quand même en ligne droite, mais je veux plus de toi. Saute, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Parmi les trajets les plus mythiques sur Terre, certains sont situés en Angola et ça tombe bien puisque nous allons essayer d'en faire deux. L'un concerne une route extrêmement sinueuse et l'autre est en totale autonomie à travers le désert pour rejoindre le plus petit poste frontalier du pays. Rejoindre la Namibie par le désert est l'une des aventures les plus excitantes mais aussi l'une des plus dangereuses. C'est un trajet qui se prépare minutieusement et qui est assez technique, tout comme la célèbre traversée de la plaine de Nullarbor en Australie. Ici, l'intégralité du trajet se fait sur le sable, soit plus de 150 km jusqu'à la frontière, et ensuite, il faut traverser le fleuve et trouver le bon passage. Les quelques entreprises minières namibiennes peuvent apparemment vendre du carburant pour terminer la seconde partie de l'itinéraire. Nous avons très peu d'informations sur cet endroit. Il est donc idéal de se renseigner auprès des rangers. Là, on va dans un parc national et j'espère que c'est autorisé au camion. Apparemment, il y a un côté où c'est interdit aux plus de 4 tonnes. Mais ça me paraît quand même bizarre ici parce que c'est un grand désert. Donc là, je dégonfle les pneus, c'est le bruit que vous entendez. Parce qu'on va commencer à arriver dans le sable. Ça fait quand même vachement de route pour y aller, donc j'espère qu'on va pas se faire recaler, ça serait galère. Ouais. Quand je vois la forme du pneu, ça veut dire que j'ai vraiment pas envie de rester bloqué aujourd'hui dans le sable. Oh là 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 là. Avant de débuter cette aventure, nous devons acheter un permis pour circuler dans le parc national d'Iona. Ah, je déteste la tôle ondulée. Devant le sable. C'est bien d'avoir mis les arbres comme ça. C'est fait exprès, c'est pour ralentir la progression des dunes. Là, ça c'est super intelligent. Ils en ont mis partout là. Et du coup, il n'y a pas de sable derrière. Il faudrait ça à Chinguetti en Mauritanie. Ils seraient pas embêtés. Planté au milieu du désert, c'est ici que nous retrouvons les rangers du plus grand et plus ancien parc national d'Angola. Sans réseau, nous avons la sensation d'être au bout du monde, éloigné de toute civilisation, et pourtant il y a quand même du passage dans cette extrémité du pays. Nous circulons actuellement dans un sable sec et mou, alors pour préserver la mécanique, je vais me rapprocher de la mer et rouler sur le sable humide, car la surface est plus dure et nous nous enfonçons moins. Il est intéressant de distinguer les différentes couches de sable. Ici, par exemple, les algues ont dû se décomposer, rendant le sol vaseux, et donc il vaut mieux ne pas s'arrêter. Alors pour éviter les soucis, je vais emprunter les traces des pêcheurs, car le sable y est compacté. Ce lieu est d'ailleurs très poissonneux, la pêche fait partie des premières activités touristiques. Et les sables ici, c'est vraiment différent que des desserts en Italie, Maroc. Ici, ça se ressemble plus au Danemark. Le sable, il est assez coloré, il est assez vert, donc l'eau, elle monte jusqu'ici. Elle dépose une algue qui pourrit sur le sable et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de taches. Elle est belle la mer là. T'as vu les vagues? Ça nous rappelle vraiment au départ parce que le climat c'est froid. C'est vrai. Carrément, mais il fait super froid. Là, vous nous voyez en chemise et en pantalon parce qu'on a remis une petite couche. Mais en vrai, moi, je mettrais bien un pull. Hein. C'est quoi ça là-bas? Attention, il y a une petite chose. Nous qui pensions voir des épaves de 4x4 enfouies, nous sommes plutôt étonnés de tomber sur ce gros chalutier planté dans le désert. On espère que le Red Truck en sortira vivant. Bon, alors Olivier et Charlie nous ont dit d'aller voir une épave. La chaîne Le Petit Reporter. Elles savent que j'aime bien les épaves.
Mais m'ont surtout dit, tu vas voir, il y a un truck, tu peux récupérer pour le truck. La taille du truck quand même là, c'est... Après avec ça tu tires tout ce que tu veux. Mais non, il y a un autre petit treuil sur le chalutier. Je vais vous montrer. Hop là. C'est incroyable cette épave. Mais il y a beaucoup d'épaves ici. Ah, attendez, il est où le treuil? Ouais, il y en a deux. Voilà. Il y a deux petits treuils comme ça hydrauliques. Alors oui, c'est assez étonnant de voir une épave, mais depuis ce voyage en Angola, c'est peut-être la 30e que nous apercevons sur la côte. Nous avions déjà évoqué le sujet des cimetières de navires dans le dernier épisode, et si vous aimez les épaves en tout genre, on retrouve un peu de tout éparpillé dans le pays, que ça soit des tanks en morceaux ou même des bouts d'armes à feu qui traînent depuis la guerre civile. Et bah le pauvre bateau, il n'a pas eu de chance. Mais bon, c'est sans doute un bateau pour être détruit. Ici en Angola, c'est pas... Si d'un coup je fais une drôle de tête, c'est parce que je m'enfonce soudainement dans le sable et le Red Truck peine à reprendre son élan. Sans les traces des autres 4x4, j'ai moins de repères et je commence à m'éloigner des pêcheurs. C'est à partir de maintenant que l'aventure commence. Il faut d'ailleurs faire attention, il y a plein de choses plantées dans le sol et on y trouve aussi des déchets qui peuvent être tranchants. N'oubliez pas que nos pneus sont dégonflés, ils sont donc plus vulnérables, surtout si je commence à prendre trop de vitesse. Là on est quand même à 50. Alors je ne vais pas plus vite parce que si je perdais le contrôle d'un coup, à cette allure-là, avec le poids du camion, surtout on est bien chargé, ça pourrait être un peu compliqué. Même si je reste tout droit, on ne sait jamais, des fois tu peux t'enfoncer un peu d'un coup et tu as le volant qui tourne. Et là à 50, on creuse. On va à la même vitesse que Danemark. On conduit trop vite, hein. Je ne vois pas sortir. Ah ouais, non, pas à cette vitesse. Je pourrais même aller jusqu'à 70 là. Mais non. Ouais, on a le temps. On va éviter de faire une connerie. Là, c'est la méga autoroute. Hein. C'est fou de te dire que des fois, tu roules plus vite ici que sur certaines routes bitumées en Guinée, au Cameroun. C'est fou. Ça y est, on est arrivé sur les dunes. Ça fait bizarre parce qu'on n'a pas senti la montée. C'est le désert en fait qui s'avance sur la plage. Mais les dunes, c'est pas très haut. Attends. C'est encore bas. Plus on avance, plus elles vont être hautes normalement. Ah, là je pense que... Petite colline. Oh non, ça va, je la voyais beaucoup plus haute, la colline. Quand on était sur l'autre dune, je pensais que c'était beaucoup plus haut. C'est pas exceptionnel, parce que bon, c'est peut-être avec tous ces nuages, ça rend le paysage un peu monotone. Voilà, c'est plutôt pour l'expérience. Les flamingos. Ouais, trop beau. Oh regarde, ils s'envolent. Trop beau avec les flamants roses. Je sais pas si t'as pu les filmer, mais moi je les ai vus s'envoler, c'était trop beau. Trop loin, mais... Ah, c'était trop beau. Puis c'était vraiment bien rose. Hein. Ah ouais, là ça commence à devenir totalement différent. Même la couleur du sable, il a des tons des fois un peu bordeaux et tout. C'est assez incroyable. Si vous regardez bien le paysage, vous avez dû constater que nous nous sommes éloignés de la mer, car nous avons retrouvé des traces, ce qui est une précieuse aide, surtout lorsque l'on voyage avec un seul véhicule. Et si on veut rentrer dans les détails, ici, il y a encore une grande différence de sable entre celui de la mer et celui du désert. À proximité de l'eau, les grains sont polis et arrondis. Nous avons trop de crampons sur nos pneus et ce n'est pas l'idéal ici. Au lieu de flotter, nos pneus ont tendance à creuser. Donc nous avons un meilleur grip sur un sable brut et humide. Mais notre poids reste un handicap car nos réserves de gasoil et d'eau sont remplies, soit plus de 800 litres de liquide. C'est quoi ça? C'est une crête? Si c'est une crête, moi je suis un peu lourd. Attends, parce que... Il fallait juste que je voie si c'était une crête, que je pète pas la crête. Hein. Je fais pas 2 tonnes 8. Elle descend bien à gauche, donc faut pas que je m'approche à gauche, mais à droite, je veux savoir si c'est la même chose.
Tu vois, c'est juste un truc comme ça et quand je vais rouler, ça va s'effondrer. On est bien. Ouais, ouais. En fait, avec le poids, quand il y a un tout petit peu de dévers comme ça, c'est con. Parce que, bah attends, je vais réussir. Expérience, manipulation. Attends, je vais mettre ça juste pour me relever. C'est con parce qu'après, c'est tout droit. Si j'arrive à monter. Non, ça va. Et puis... C'est sûr? Oui, oui. Après, c'est droit. Mais avec le poids du carburant qui est à droite, là, sur le Red Truck. Ah, ça glisse, ça monte pas! Là, on peut voir du coup que je m'enfonce au niveau du cul. Ok, non, bah là, ça va pas aller plus loin, là. Réfléchis bien, s'il te plaît. Que je descende comme ça. Bon, bah non, on est trop lourd. On est trop normal, lourd. C'est juste 50 mètres, on peut dire Ouais. ça. On est trop lourd. Donc là, du coup, on abandonne. Mais non, ça se fait si je prends plus à gauche. Mais plus je prends à gauche, plus aussi je vais être en dévers. Regarde les trous qu'on a fait. C'est léger, hein, c'est pas. Mais c'est le problème du camion. Sur du sable comme ça et avec un camion plus optimisé qu'un camping-car, il réussit. Bon, c'est pas grave, c'était juste une dune. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer et d'arrêter avant que ça soit la merde. Mais on était proche, hein. Après c'est tout plat bien. Ouais, je sais, je vois. Avec Bi, nous vivons nos dernières heures en Red Truck. Dans quelques semaines, le voyage sera fini et nous ignorons si nous aurons la chance de revivre ce genre d'aventure avec une maison roulante. Alors nous profitons de chaque instant. Cela nous rend aussi nostalgiques car avec cette météo, nous repensons à nos premières aventures en camion. C'est d'ailleurs au Danemark que nous l'avons essayé pour la première fois sur le sable. Après 2 bonnes heures, nous commençons à nous rapprocher de la Namibie et nous constatons que notre compteur de carburant diminue très vite. Sur autoroute, nous avons une autonomie de 1300 km et environ 400 sur le sable. Si nous ne pouvons pas acheter de gasoil sur le site minier, nous risquons d'avoir de gros problèmes car la Namibie semble encore plus sauvage. Faute d'avoir suffisamment d'informations, nous allons nous arrêter ici en Red Truck et je vais essayer d'utiliser un autre engin pour rejoindre les premières entreprises namibiennes. T'as rien oublié? Normalement non. Et tu penses que demain ça va aller? J'espère. Pour le moment il y a trop de vent. Puis là il va faire nuit dans peu de temps. Mais j'aimerais bien. Je pense que pas plus qu'une heure, ce sera tout fini pour aujourd'hui. Ouais. Mais demain, on a encore une journée demain. C'est pas forcément très très beau ici, mais disons que pour un débutant comme moi, c'est un endroit super. Il n'y a pas de poteau téléphonique, je suis tranquille, il n'y a pas d'arbres, et juste beaucoup de flamants roses parce que tout à l'heure ils sont passés. Et je me demande même si avec le bruit du paramoteur, il viendrait pas genre à côté de moi, tu sais. Okay. Mais tu as l'air content, donc j'espère que demain on va réussir. Oui, ce serait cool, ouais. Malheureusement, il y a bien trop de vent en fin de journée pour voler. J'espère qu'il va se calmer d'ici demain, car je sens que ce sera l'une de mes dernières opportunités pour prendre mon envol en Afrique, dans des conditions aussi optimales et légales. Bi m'a dit de profiter parce que c'est le dernier thé vert. Ouais, c'est le dernier TV, mais après il y a encore le détail. Et je me suis dit, ouais, pour le paramoteur, là-haut il va faire froid. Hein. J'espère pouvoir voler demain matin. Aujourd'hui il y avait trop de vent, mais ça m'a permis de le monter. Du coup, il est là, avec nous. Il est 5 h du matin. Et il y a trop de vent. Ah putain, je suis dégoûté. Je voulais préparer mon matériel tout prêt pour 6h30. Décollage 6h45, 7h. Mais là, il y a encore trop de vent.
Ah, je suis quand même bien triste. J'aurais bien voulu voler ce matin, surtout que aujourd'hui par rapport à hier, le ciel est beaucoup plus dégagé et on voit mieux la couleur des dunes. Ça semble plus joli vue du ciel aujourd'hui, mais je vous mens pas, on voit même des moutons en mer. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de vent qu'hier, c'est pas possible de voler. Donc on va aller à un autre endroit, je range pas le paramoteur, on va voir ce que ça donne. C'est con, là, ça aurait été cool. Ah, mais c'est aussi ça, la frustration du paramoteur, c'est que tu peux très bien monter ton paramoteur et une heure après, il se met à pleuvoir ou il y a du vent ou les conditions sont plus les bonnes. Abby, elle est toujours avec ses shit. Nous allons donc nous enfoncer dans les terres pour essayer de nous abriter du vent. Le parc national d'Iona est si grand que le décor et le climat peuvent s'opposer. Nous nous trouvons actuellement dans une partie du désert du Namib, considéré comme le plus vieux au monde. En quittant l'océan, nous allons retrouver un relief montagneux, l'altitude peut grimper jusqu'à 2000 mètres et il y a de nombreuses vallées à traverser, sans doute moins venteuses. Nous serons aussi plus proches des grandes villes en cas de pépin, car même si ce lieu est paradisiaque, en cas de panne moteur ou d'atterrissage forcé, je pense que Bi va galérer avec le red truck pour me récupérer au milieu des dunes. Ce qui est triste, c'est que je reviendrai jamais sur cette plage-là. Ouais. Enfin, pas avec un paramoteur et pas avec un camion, donc... mais ça fait partie de la vie. Nous redoutons la fin de cette aventure, surtout le fait de passer à autre chose et de tourner cette page de notre vie. Une page maintenant remplie d'histoires qui a été très longue à écrire entre la création du red truck, les imprévus et le voyage. Bi sait déjà ce qu'elle va faire lors de son retour en France, mais de mon côté, je me vois bien tester une petite catégorie de véhicules que je connais très mal, les poids plumes, avec un PTAC inférieur à 1 tonne. Après les 9 tonnes du red truck et les 2 tonnes du Terrano, je commence à rêver de vadrouilles très allégées. Même si j'adore les camions, ce ne sont pas des véhicules adaptés à toutes les destinations. Il n'y a que 2 continents où le camion est vraiment nécessaire, je trouve, où vous prendrez du plaisir. C'est le continent africain, où là j'éprouve beaucoup de plaisir en camion, et l'Océanie, donc l'Australie. Je pense que l'Australie... Oh putain, t'as vu ça je glisse, hein. Du cul, hein. Ok, ça va. L'Australie, c'est un pays continent presque, parce que c'est tellement grand et ça s'y prête. Le seul souci, c'est le coût du carburant. J'étais parti en Australie avec un gars qui m'avait emmené dans un camion. Et je sais pas, ça me rappelle trop ce moment où t'avais le gars qui conduisait le camion dans le sable. On était comme ça parce qu'il avait aussi des lames. Et là, je me dis putain, je suis dans mon propre camion, dans le sable comme ça. C'est génial. J'ai écrasé un crabe. C'est pas la première fois. Hein. T'as vu les crabes, ils sont cons quoi. T'as encore écrasé? Je pense. Hein. Regarde, ils sont trop bêtes, ils sortent du trou, Ouais. mais ils me regardent en mode... Et moi je m'arrête pas. Et on est mieux de toujours s'arrêter en descente. Ouais. Il faut chercher une petite pente pour s'arrêter, c'est mieux. J'adore. Okay. Moi aussi. On va toujours rester dans le désert, mais on va changer un peu de décor. On va essayer de chercher maintenant plutôt des canyons, plutôt un désert de cailloux. Ça y est, nous venons officiellement de changer de décor. Passant des dunes de sable à un mélange de terre très sèche avec des petits cailloux, la nature est fascinante lorsqu'elle change brusquement de visage. C'est vraiment magique. T'es dans un désert, tout est plat. T'as ton GPS qui dit dans 2 km, tu vas voir une sorte d'arche. Tu dis non, jamais, c'est pas possible. Et là, d'un coup, t'arrives dans une sorte de mini canyon. Extra. Lors de ce voyage en Afrique, l'Angola et le Maroc sont les 2 pays où nous traversons de nombreux macro-écosystèmes. C'est un sujet que nous évoquons souvent car nous passons sans cesse d'une végétation à une autre. En quelques secondes, nous avons quitté le biome du désert pour cet étrange décor. Plus nous avançons, plus nous retrouvons des arbustes qui habillent le paysage. Nous revenons aussi à la civilisation, ce qui fait du bien de revoir des villages, et celui-ci est réputé pour sa proximité avec une magnifique arche. C'est l'endroit parfait pour faire une petite pause avant de poursuivre vers les canyons. J'ai l'impression qu'il y a aussi des microclimats. Ouais. Parce que tout à l'heure il faisait super froid, et là il fait plutôt chaud. Mais c'est frais hein, encore. Oui, ça va. En venant ici il y a 20 minutes, il faisait super froid et il fallait vraiment le bonnet et tout. Alors que là, tac, on a remis la chemise, la casquette. Puis on est protégé du vent dans le canyon.
donc c'est beaucoup plus tranquille. Ça donnerait envie de voler du coup, mais en haut, on peut voir sur la cime des arbres qu'il y a encore beaucoup de vent. Là où nous sommes avant, c'était la mer, parce qu'on a un monsieur qui nous accompagne, qui est super gentil. Il m'a dit ici c'était la mer et si tu touches la paroi, elle est salée. Si tu la goûtes un peu, donc c'est vraiment impressionnant, parce qu'on est quand même assez loin de la côte. Il fait très très beau. Très chaud d'un coup. Bon là c'est une porte, c'est normal qu'il y ait autant de vent. Ah là là, c'est tentant. Hein. Waouh, trop beau. Oh là là, c'est magnifique, jamais vu quelque chose comme ça. Je pense que ça va péter bientôt. Ça. Mais Vu la grosse fissure, le pilier qui réduit. À mon avis, dans 3-4 ans, il n'y a plus. Je sais pas c'est quoi l'activité sismique ici. Je sais pas si ça bouge beaucoup l'Angola. Je sais pas. Putain, mais on n'a jamais de chance. Hein. En été, il y a trop de vent. En hiver, il y a trop de vent. Ouais. Punaise. Mais c'est vraiment trop bon, ça tu ne peux pas voler. Oh non, non, là je vais faire du surplace. Décidément, je n'ai pas de chance et c'est peut-être un signe. Finir le voyage avec une cheville cassée n'est pas l'idéal, surtout avec les pédales du Red Truck qui sont relativement dures. On va quand même essayer un dernier endroit avant de se retrouver sur la Serra da Chela, une chaîne de montagnes qui fait partie du grand escarpement africain. C'est cette dernière frontière naturelle qui sépare une nouvelle fois le désert des plaines et nous allons suivre cette formation géologique jusqu'en Afrique du Sud. Les gens sont vraiment sympas dans ce pays. Obrigada. Et ça, Mais c'est dommage, chouette. il y a un peu à la barrière, la langue. On a une mauvaise météo parce que Ouais. ce genre de décor, quand il fait bien beau, ça doit être Aujourd'hui, trop beau. on a toutes les saisons. Il y a la chaleur, la pluie et l'hiver. Obrigado! Obrigada. Où es-tu, soleil? Te caches-tu? Ici, c'est beau, c'est pas mal. Et pour aller voir L'Arche. l'Arche, c'est juste 10 minutes, 15 minutes à pied. C'est bien. Ouais, puis c'est facile d'accès. Et la couleur de montagne, je peux dire ça, Ouais. des petites cragnols, là, c'est trop beau. Bon, maintenant, on va essayer de s'enfoncer un peu plus dans le canyon. Ouais. Ici, ça nous a déjà donné un avant-goût. Et la piste, c'est assez zigzag. Et ce zigzag, c'est très beau, c'est magnifique. Nous zigzagons dans un décor qui pourrait nous faire penser à une mine de soufre avec ses teintes jaunâtres ou à une autre planète. Alors, je ne sais pas si c'est une si bonne idée d'aller dans les petits canyons avec un camion, car la piste est assez étroite à certains endroits, mais cette étonnante visite nous pousse à découvrir davantage ce milieu qui semble hostile. Ah, il y a des gens. Et voilà, à partir d'ici, C'est plat. J'ai l'impression qu'on était aux enfers et d'un coup là on sort des enfers pour retourner sur un plateau. C'est fantastique, j'adore quand la nature nous réserve des surprises comme ça. En arrière-plan, on aperçoit encore les quelques dunes de sable que nous avons quittées ce matin, suivies de cette étrange formation rocheuse. Nous allons maintenant rouler en direction du grand bandeau noir que nous apercevons au loin. Celui-ci correspond à une chaîne de montagnes. Et pour y aller, nous allons avoir une autre surprise sur la route. Attention! Oh, tour ondulé! Oh putain, ça c'est pas bon ça. On retourne dans le canyon. en cours comme D'un encore. coup, bam, c'est fou hein. Ouais. J'hallucine, on était sur du plat. À aucun moment je me suis douté qu'on allait retomber dans les profondeurs obscures de l'Angola. Et là, ça y est, c'est le cas.
Je ne sais plus quoi vous dire, par peur de me répéter, mais nous sommes agréablement étonnés par cette destination qui figure très rarement dans le top des pays à visiter, et pourtant, il y a tout le potentiel. Avant ce voyage, nous ne connaissions rien de l'Angola, et maintenant nous n'avons qu'une envie, y revenir pour visiter d'autres régions du pays. Bon, le dieu du paramoteur, il a dit Justin, ne volera pas. Ici, il y a trop d'obstacles. C'est vrai, mon instructeur de paramoteur m'avait dit tu prends l'obstacle, tu calcules 10 fois sa hauteur et jusqu'à l'endroit où tu vas faire ton décollage. Et cet endroit est connu pour avoir de magnifiques couchers de soleil. Enfin, ça vaut le coup quand il y a des très beaux couchers de soleil. La pierre devient orangée et tout, et là, c'est gris pour nous. Il y a de la place pour se garer. Hein. Tu veux que j'aille voir là-dedans? Ok, mais on ne sait pas si c'est plat. Hein. Allons voir ce qui s'y cache. Oh! Oh, du sang, peut-être on passe pas. Oh. Non, on passe pas, Ouais, pas. ça va, Bi, ça va. Ah. Tranquille, Bi. Tranquille. Tranquille. C'est pour marcher. Non, c'est pour marcher. Mauvaise idée. Nous allons maintenant trouver un petit coin pour dormir. Pas facile de trouver une place avec toute cette foule de véhicules aménagés. Le gardien du camping nous a dit de nous garer à l'emplacement 18, juste à côté du terrain de pétanque. J'espère que nous ne serons pas trop dérangés pendant la nuit, car demain, une longue et sinueuse route nous attend. Je me mets comme ça, ok? Ça te va? On est la vue, tout ça? C'est bon, chef? Ouais, c'est bon. Ok. Je fais plus rien, c'est droit là? Ok. Ouais. Tu es satisfaite? Oui. Ça ne sera pas remboursé ici. Hein. Ils ont dit ils vont pas rembourser si on n'est pas content. Ouais. Oh, le Red Truck il est poussiéreux. Au réveil, le vent était toujours présent. Avec beaucoup de regrets, je suis obligé de ranger mon matériel car nous allons passer la frontière pour la Namibie. Nous ne pouvons plus rester en Angola, notre visa va expirer. Alors, je préfère ranger le paramoteur dans sa soute car il n'a pas de carnet de passage en douane. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème, mais pour une importation temporaire, un moteur est toujours un sujet sensible aux frontières. C'est aussi le cas pour notre vélo électrique. Je préfère le présenter au douanier comme un fat bike et non comme un vélo motorisé. J'en profite aussi pour changer le filtre à gasoil du camion, c'est ma petite routine à chaque frontière et je nettoie évidemment notre admission car notre pauvre Red Truck va avoir besoin d'air pour grimper la Serra da Leba avec son sommet à 2620 mètres, soit la plus haute montagne d'Angola. Allez, c'est parti, direction la Namibie. Bon, on va mettre quand même quelques jours. Tiens, t'es prête pour la Namibie? Oui. Ok. On va avoir plus des animaux. Ici, c'est plutôt des paysages, tout ça. Mais Namibie, il y a ces paysages, tous les animaux. Des réserves quand même plus reconnues mondialement. L'un de nos objectifs pour la prochaine destination sera de rechercher les Big Five dans leur environnement naturel. Ce sont les 5 mammifères africains menacés. Il s'agit du lion, de l'éléphant, du buffle, du léopard et enfin du rhinocéros noir. Il serait possible de les rechercher en Angola, mais il faut prévoir le voyage en conséquence et partir avec un guide très expérimenté. Ensuite, nous avons retrouvé la route principale. Nous nous éloignons de la côte et du désert pour de bon. Tous les 10 km, les arbustes deviennent de plus en plus touffus. Quelques baobabs sont d'ailleurs de retour dans cette végétation mixte. Le relief change et cela nous rappelle un pays que nous aimons beaucoup. Maintenant, ça y est, on rentre en Norvège. On va prendre la route des trolls. Et on a les montagnes, les fjords et tout. Bon, pour les fjords, j'exagère, mais cela ressemble énormément aux belles routes panoramiques de Norvège. Heureusement, il ne fait pas très chaud, le moteur sera suffisamment refroidi par le vent relatif. Ça va, c'est pas trop dur? Oh, ça va, ça va. Le camion, c'est toujours fort, tu crois? Ça va. Très bien. Ça fait exactement comme la route des trolls. Ouais. Mais en beaucoup plus serré. La Leva Pass est devenue une attraction touristique célèbre en Angola pour ses virages en épingle et son paysage à couper le souffle. En altitude, il y a même un petit chalet qui propose des raclettes.
Oui, vous avez bien entendu, de la raclette avec du bon fromage. Malheureusement, à ma grande déception, le restaurant est fermé aujourd'hui. Mais la vue tout en haut de cette montagne devrait être une récompense suffisante. J'adore les routes comme ça. Si, c'était au Maroc. Quand tu descends de l'Atlas pour aller à Marrakech, depuis Ouarzazate, t'as des virages comme ça. Mais Maroc, la route c'est plus large et c'est un peu neuf. Ouais, donc, Ah mais là c'est nickel. Hein. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Là c'est une très belle route. C'est difficile de construire un truc comme ça. Je savais bien qu'on avait pris une route en zigzag comme ça et je crois qu'il y a un autre pays aussi. Zigzag Maroc, c'est... Wow. Ah ouais, ok, le virage est vraiment en épingle. Zigzag Maroc, c'est plus facile. Ouais, c'est des... Et nous, on descend en plus, on monte pas. Ils ont construit une route même sur une crête. Ça, c'est fou. Ah, c'est vraiment une route magnifique. Je suis content de la prendre parce que je savais qu'elle existait en Angola. C'était un des seuls trucs que je connaissais sur l'Angola, cette fameuse route. Pour le reste, je savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici. Sur la route, on croise énormément de camions qui transportent du marbre. La mine doit être assez importante car le trafic est dense pour ce type de transport. Le seul accès se fait par la Leva Pass et on remarque que les chauffeurs ont l'habitude car les ensembles sont longs et leur tracteur possède 3 essieux. Une fois arrivés en haut de la montagne, nous avons emprunté un autre itinéraire pour admirer le coucher du soleil et passer la nuit à proximité d'une des plus belles vues panoramiques du pays. Pendant notre balade, nous avons même rencontré des jeunes Mwila. C'est un groupe ethnique originaire de la province Huila. Ils sont connus pour leurs traditions uniques. Comme de nombreuses ethnies en Angola, certains luttent pour préserver leurs terres et leurs traditions, tout en ayant accès aux services de santé et d'éducation. Oh. Ok, yeah. No Portuguese. Comment te llamas? Justin? Bi? Minga? Minga? Maria, Maria? Ah, okay. Lena? Paulina, Paulina? Paulinda. Aqui? Oh! Oh! Je sais pas si via la vidéo on peut vous donner le vertige. À partir d'ici, c'est le début du grand escarpement africain. C'est une petite particularité du continent. Cette série de falaises s'élève abruptement au-dessus des plaines et va s'étendre sur des milliers de kilomètres. Les paysages sont spectaculaires, il y a de nombreuses cascades et des gorges. Dans cette région, la biodiversité est très riche, avec une variété d'écosystèmes, d'espèces animales et végétales. C'est un trésor du continent qui vaut la peine de le visiter et on a hâte de voir son évolution en Namibie et Afrique du Sud. Pour nous deux, ce coucher de soleil, c'est la cerise sur le gâteau pour clôturer ce magnifique séjour en Angola avec une température extérieure de 10 degrés. Ça nous fait tout drôle. Eh bien, c'est pas Masterchef dans le Red Truck là quand même. Hein. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vas mettre le feu au camion. Je suis en train de faire frire des choses. Comme j'ai acheté des poulets, 1 kilo, mais c'est des poulets congelés. Donc il faut tout cuisiner. Et moi, je ne veux pas jeter. Je ne veux pas jeter la peau. Donc j'essayais de couper la peau en petit et j'ai fait frire. C'est trop bon. Tu vas aimer ma cuisine. Hein? Tu vas aimer ma cuisine. Ah, j'espère. Parce que j'ai froid du coup. Là, elle a mis le fantastique vent, il fait 10 degrés dans le Red Truck. Parce qu'il y a tellement de fumée avec la friture. Donc c'est ça, la peau poulet frite. Oh, c'est juste la peau. D'accord, je peux goûter? Non. Oh mince. J'aime bien parce que je monte une vidéo sur toutes les cochonneries africaines qu'on mange avec du poulet frit. Et toi, tu nous fais du poulet frit à la thaïlandaise. Ok, allez-y, écoutez. Ouais, attends, c'est un peu gros ça. C'est chaud. C'est frit?
Moi, je suis pas un grand fan de ça. De la peau frite. C'est à moi. Moi, je préfère la peau quand elle est braisée à l'ivoirienne. Non, moi, je suis pas fan. Oui, moi je suis fan. Trop gras, trop frit, trop peau. T'aurais dû laisser un petit bout de chair dessus. Trop bon. Moi, je suis pas fan. Et voilà. Et comme tu sens, il ne mange pas la peau. J'ai retiré la peau et fait frit pour moi. Et voilà, je fais mijoter. Je mange la peau en poulet. Avec des nuits. Et demain, on peut manger avec du riz. Comme ce petit français est difficile et qu'il ne faudrait pas qu'il attrape une diarrhée ou une tourista pendant ce petit voyage, Bee ne prend aucun risque. Madame préfère éviter tout souci gastro-alimentaire. Non mais je peux manger la peau, Bee, quand même, déconne pas. N'oublie pas que j'ai mangé un chat au Congo. Le lendemain, nous avons fait des courses dans la capitale de la province. Lubango est une très belle ville et c'est parfait pour faire le plein de provisions avant d'aller en Namibie. Et comme à Rio de Janeiro, ici il y a un monument inspiré du Christ Rédempteur. Avec ses 30 mètres de haut, le roi Christ est entièrement en marbre et on l'aperçoit dans toutes les ruelles de la ville. Nous en avons aussi profité pour remplir nos réservoirs de gasoil. À 19 centimes le litre, ça va nous manquer, mais nous voilà prêts pour changer de destination. Ça y est, c'est la fin pour de bon du voyage en Norvège. Trop triste. C'était trop bien. Mais non, c'est pas Norvège, c'est en Angola. Ouais, c'est mais presque le climat, pareil, il fait aussi voilà. froid. Il faisait froid hier soir, il faisait très très froid. C'est pour ça qu'on est bien habillés. Pour l'anecdote, ça a été la destination la moins coûteuse de notre voyage. Alors qu'on a traversé des fois des pays plus petits, qui ont été plus coûteux. On a conduit vers 4300 km et le prix que gazole, c'est juste 250 € pour tout le pays. Le Maroc, en comparaison, 5000 km. 1700 € pour 5000 km pour 1200 litres de gazole. Ouais. Voilà la grosse différence, 250 €, 1700 €. Ça change vraiment Ouais. un voyage, quoi. Donc là maintenant nous partons pour la Namibie. D'un côté on est super content d'arriver en Namibie parce que c'est une destination très connue et très populaire, très prisée par les touristes. Après moi j'ai beaucoup de craintes. D'une, on va passer la frontière la plus dangereuse de notre voyage où il y a un gros taux de délinquance à cette frontière. Ouais. Et du coup ils attaquent les touristes à l'arme blanche. Ils sont coupés à des touristes. Ouais. Couper les touristes. Quoi? Non mais c'est ça. Poignarder. Ouais. C'est-à-dire que sur tout ce voyage-là, il n'y avait aucune frontière qui était citée comme dangereuse avec des pickpockets, des vols, des attaques à l'arme blanche. Cette arrivée en Namibie marque la fin de ce beau voyage en Angola. Cette destination nous a agréablement surprise sur de nombreux points, mais nous y reviendrons. C'est le début maintenant d'une nouvelle aventure. On se retrouve jeudi prochain en Namibie. J'espère néanmoins qu'on va réussir à traverser la frontière sans trop de galères, car la découverte du monde n'attend pas.